Et c'est là qu'elle se rendit compte qu'on était dimanche. Ah, mais elle est trop bien. Je sais. Je suis morte. Génial. J'adore. Salut, pourquoi vous rigolez comme ça? Ben, C'est qui lui? bah, c'est Logan. Comme t'étais pas là la semaine dernière et que t'as disparu, bah, on a trouvé quelqu'un pour te remplacer. Voilà, c'est Logan. Enchanté. L'ancien. Voilà. Salut. YouTube, coucou Antoine. Hello, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo où on a un spécial guest que vous avez entreaperçu dans le sketch et qui ne remplacera pas Antoine, malheureusement, heureusement pour Antoine, mais je vous assure il est très très drôle. Par contre il nous propose... Ouais, on va voir. Il est en probation. Par contre, grâce à lui, on aura un focus en fin de vidéo. On dit focus surprise parce que pour l'instant, on ne sait pas trop encore sur quoi va être le focus. On va le découvrir un peu en même temps que vous en fin de vidéo. Donc voilà, mais petit teasing, un focus de méga avant-première de Gigamic. Voilà, maintenant on enchaîne avec les nouveautés avec Happy Corgi. Alors, bien évidemment, je suis très heureuse de l'avoir en boutique parce que les corgis, c'est ma vie. Voilà, sachez-le. C'est un jeu distribué par Néoludis de chez un nouveau éditeur, un nouvel éditeur qui s'appelle Musoka et qui a fait aussi Easy Boba Life qu'on avait la semaine dernière, il me semble, ou la semaine d'avant, je sais plus. Ils font des jeux très kawaii, hein, voilà, on est d'accord. Et ben là, ils se sont attaqués au petit corgi. C'est un jeu à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs, entre 25 et 45 minutes de jeu. C'est assez large, hein. C'est 20 € le jeu. Voilà, maintenant que j'ai donné toutes les infos pratico-pratiques, on va passer au jeu. Sachez que ici, c'est un espace de jeu drastiquement réduit, je dirais de 2 tiers réduit. Oh waouh. Voilà. Vous allez incarner des petits corgis, donc chacun a son petit pion comme ça de chien, il y a 4 couleurs, parce que 4 joueurs maximum, et vous allez essayer de faire des activités qui sont autour de la ville en fait. La ville c'est celle avec les bords violets, et normalement il y en a encore 2 ici, et en gros c'est du 3 par 3. Voilà, entouré par les activités. Donc du coup ici ce sont les activités qu'on va réaliser et qui vont nous rapporter des petits câlins. Les câlins c'est les cœurs, c'est les points de victoire. Voilà. Donc le but c'est de faire plein d'activités pour avoir des câlins. Comment ça va se passer? On va avoir des cartes d'action en main. Hop, et à notre tour, on va en piocher une dans le marché qui est ici. Alors normalement il y en a 4, mais vous voyez c'est un peu serré, donc j'en ai mis que 3. Et on va pouvoir se déplacer sur les différents lieux. Forcément adjacent à votre petit corgi, se déplace pas dans la ville, le petit chou, et faire l'action qui est marquée sur le lieu. Sachant qu'en plus, une fois que l'action a été faite, vous retournez la carte et il y aura une nouvelle action. Quand elle sera réutilisée, on retournera la carte. Donc c'est plutôt intéressant, ça fait pas mal. Ouais, quand même, hein, c'est plutôt pas mal. En plus, quand vous croisez la route d'un autre corgi, vous allez tirer une carte de la pioche et la petite lettre qui est ici va induire votre interaction. Le C c'est charisme. Charisme c'est que, attendez, oui charisme vous pouvez du coup lui... Alex c'était quoi déjà, j'ai oublié de prendre mon... Je crois que tu peux... J'ai oublié mon récap. Récupérer une carte dans la main. Oui voilà c'est ça, on peut récupérer sa carte. Et l'autre c'est la sociabilisation. Ouais. Et ça aussi c'est une interaction pour prendre une carte de la pioche ici. Donc du coup ça vous permet de récupérer des cartes soit dans la main de l'autre, soit une carte de plus. Vous pouvez aussi dépenser vos cartes pour avancer de une case de plus, normalement c'est que d'une case adjacente. Et enfin vous pouvez réaliser une action qui sera adjacente à votre corgi, donc là par contre les diagonales marchent, c'est-à-dire que depuis ici vous pouvez faire celle-là, heureusement parce que sinon celle-là est non accessible en orthogonale. Pour ceci, pour faire cela il va falloir défausser les actions qui sont indiquées ici. Par exemple là si je veux aller faire du corgi vs wild, donc une balade on va dire dans le parc, il va me falloir dépenser 2 actions de renifler et 2 actions de marquer son territoire. Voilà. Donc pour l'instant je ne peux pas le faire puisque je n'ai pas les bonnes cartes actions, mais j'aurais pu faire par contre celui-ci. Voilà, je peux aller gravir l'Everest en dépensant ma petite carte de dandiner. Hop, et celle-là je la récupère, donc j'ai un point de victoire en fin de partie. J'ai aussi le droit de faire caca. Au lieu de faire une activité, je peux faire caca.
Oui, ça c'est génial. Vous avez des petits pions comme ça de caca. Oh waouh. Voilà. Et vous pouvez, à la place de faire une activité, poser une petite crotte sur une des activités qui est adjacente à vous. À quoi ça sert? Eh bien, regardez, là, le joueur gris a laissé une petite crotte sur gravir l'Everest. J'ai fait l'action, donc je récupère. Mais lui, il a un peu marqué son territoire. Il récupère aussi une petite carte de câlin. D'accord, Mais qui vaut un point. juste un. Ah, mais gravir l'Everest, c'était un point. Exactement. On peut être plusieurs sur une même action, mais on peut aussi mettre plusieurs cacas dessus et on stack. Si j'avais mis 3 cacas dessus, je pouvais prendre 3 fois un petit câlin. Ça me fait quand même 3 points. En fait, tu vas aller chier sur les objectifs des autres, en gros. Merci Alex. Excellent récap. Voilà, donc ça c'était le petit plus, c'est qu'on peut faire caca sur les lieux pour essayer de gratter des câlins finalement. Hein, faire caca chez les autres, ça rapporte des câlins. Il est mignon. Voilà. Après, on s'appesantit quand même sur les actions. On peut péter, hein, voilà. Indispensable. Il y a des petites mouches derrière, ça, il pas remarqué. Il peut se dandiner, bien évidemment. C'est un corgi, ça ne fait que ça. Il peut juger. Il y a des jeux avec des animaux qui pètent. Il veut jamais quand j'ai des idées de proto. Et tu vois, finalement, il y en a, c'est édité. Voilà. Le corgi qui est connu pour autant se dandiner que juger très très fort. Renifler, il est extrêmement mignon. Et aboyer quand même, parce que ça peut être un petit rageux. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il peut faire et marquer son territoire avec le beau dessin de pipi qui est bizarre. Voilà, c'était Happy Corgi. Alex, c'est à toi, je te passe le micro. Oui, Hop, merci. Hop. tiens. Un jeu qu'on attend depuis Cannes. Ah pardon, c'est le bonjour. Non, ouais. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse. Et oui, on l'attend depuis Cannes, effectivement, ce jeu. Il est par ici. C'est Mega Jackpot. Oh ouais. Mega Jackpot, un jeu pour 2 à 4 joueurs, 15 minutes la partie, effectivement, c'est plutôt un jeu d'ambiance. Ils l'ont précisé, jeu d'ambiance, effectivement, c'est très cool. C'est un jeu de Morin, alors Monsieur Morin, donc il y a un E avant, je ne sais pas qui c'est, et encore Monsieur Morin, donc ça peut être Édouard et Yann, je ne sais pas. Dans ce cas, c'est Monsieur et peut-être Madame Morin, je ne sais pas. Il y a 2 Morins en tout cas, et c'est illustré par Vidu. C'est très joli en termes d'illustration, enfin c'est très... ouais, finalement, ça donne envie d'aller à la machine à sous, finalement. Je ne sais pas si c'est le but, mais en tout cas, ça donne envie. C'est un jeu de cartes, de prise de risque, de collection. Un jeu dans lequel vous aurez envie, effectivement, de gagner un maximum d'argent. L'idée, c'est que vous allez commencer avec des petites piécettes. Donc vous avez des pommes ici, des bagues, par exemple, et vous aurez ces différents logos qui vont apparaître dans les différentes cartes et au dos de celle-ci. Ici, vous aurez de quoi mettre des petites piécettes. Et là, il y aura une variante avec le méga jackpot. Le jeu va durer jusqu'à ce que l'une des 3 piles soit défaussée. À partir du moment où il y a une pile qui est défaussée, on compte celui qui a le plus de points, donc les pièces, et celui qui a le plus de points gagne la partie. À son tour de jeu, qu'est-ce qu'on fait? C'est super simple, c'est un jeu de stop ou encore. La première action que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement de jouer. Donc en fait, je vais choisir au choix une carte ici, face cachée, la révéler et la mettre sur l'emplacement de mon choix ici. En sachant que avant de la révéler, je dois choisir où est-ce que je la révèle. L'idée étant de faire un alignement de 3 symboles identiques. Là j'en ai 3 différents, c'est un peu complexe. Mais du coup à mon tour, je pourrais très bien dire, je décide cette carte-là, de la mettre ici et de la révéler. En sachant qu'au dos de la carte, j'ai une indication et on me dit que je peux trouver soit une bague, soit un set. Je me dis, allez, je tente la bague, hop, nickel, c'est une bague. Hop. Je pourrais de nouveau rejouer, parce que c'est un jeu de stop ou encore. Une action possible de jouer, ça peut être tout simplement, je prends cette carte-là et puis du coup je la mets là. Ou alors je choisis 2 cartes simultanément, je les positionne au jeu et je les révèle. Okay. Ça permet aussi de rebattre un peu les cartes quand on a vraiment un tirage pourri. Seulement, si on ne souhaite pas s'arrêter, c'est une machine à sous, donc il faut remettre un sou. Dans ce cas-là, je dois choisir une des cartes, la valeur la plus faible, et la mettre dans l'une des machines à sous. Donc là, je prends un 1, j'ai envie de rejouer parce que là, je vois une bague, je me dis, là, il va y avoir une bague intéressante, donc je veux y aller. Donc je prends une... Ça, c'est une de tes cartes, c'est ta monnaie à toi. Ouais, exactement, ça c'est ma monnaie de départ, effectivement. Donc on commence tous avec cette carte-là de départ. Je décide de rejouer parce que là, je vois qu'il y a une opportunité de créer un alignement. Donc je me dis, tiens, je vais dépenser une pièce que je mets dans la machine à sous, et tac, rebelote, je peux rejouer. Donc je rappelle, je peux choisir 2 cartes de paquets différentes, choisir où je les révèle et je les révèle, ou en prendre qu'une seule. Là, je vais en prendre qu'une parce qu'il n'y a qu'une qui m'intéresse. Celle-ci, je la mets là. Hop. Et yeah, jackpot. Incroyable. Ça, c'est cool. Du coup, ce que je peux faire, c'est récupérer tout simplement immédiatement. Ça va mettre fin à mon tour. Mais je récupère les 3 cartes qui sont ici. Et du coup, ça me fait récupérer 6 points finalement. Donc, hop, comme ceci. Là, comme on a un paquet qui est vide, du coup, on va de nouveau révéler parce qu'il faut toujours 3 cartes visibles à chaque fois. Et c'est au tour du joueur suivant. L'autre possibilité quand vous faites un méga jackpot, quand vous avez la variante du méga jackpot, c'est quand vous faites un alignement, c'est ça. Plutôt que de prendre ce qui est là, vous allez tenter de trouver
le génie parmi ces 4 cartes-là. Le génie. Le génie. Le génie est dissimulé, il y a un génie quelque part, et il va y avoir 3 autres singes, on ne sait pas où. Je peux tenter le méga jackpot, je me dis ok, je tente de révéler le génie. Si je révèle un singe, malheureusement, l'une des piles qui est ici, donc je vous rappelle que ces piles-là sont formées au fur et à mesure que les joueurs vont mettre des pièces dedans, et vous arrivez toujours à le faire, et bien du coup l'une des piles va être défaussée. Si en revanche, une fois que les piles sont bien grosses, vous trouvez le génie grâce à un méga jackpot, vous récupérez toute la pile, et forcément vous allez prendre la pile qui possède le plus de pièces. Intéressant. Une fois que ça a été fait, bah du coup, vous remélangez, parce que sinon on sait où est le génie, hop, et on verra si un autre joueur va tenter de trouver le méga jackpot une fois de plus. Je pense que j'ai quasiment tout dit. Quasiment tout, la partie s'arrête. Quand l'une des 3 pioches est vide. C'est un jeu sur lequel on aurait adoré faire un focus. Ouais, on a de fou. demandé la boîte à l'éditeur qui nous l'a gentiment envoyé. Et en fait, ben, on l'a reçu juste après le tournage de la semaine dernière. C'est ça. Là, on aurait voulu faire le focus sur Mega Jackpot. Donc on remercie quand même l'éditeur Oui. pour le geste. Bah, du coup, le jeu sert à être mis en démonstration, donc c'est pas perdu. Et voilà, du coup, sachez que c'est quand même un jeu qu'on attendait particulièrement. Ouais, nous on a beaucoup kiffé parce qu'effectivement quand on arrive avec un jeu de prise de risque, avec une thème de casino, on se dit bah comment on va faire, parce que le casino c'est déjà un peu un jeu de prise de risque, donc comment on arrive à retranscrire l'association du casino dans un jeu de cartes. C'est hyper bien fichu. Je suis toujours fan des jeux de cartes qui proposent dans le prise de risque d'avoir une notion, en fait une information au dos des cartes. Ça franchement j'adore, parce que là je suis sûr qu'il y a une bague. Et finalement, quand je vais retourner, des fois, ce sera un vieux tapis. Je me dis, mais le tapis, c'est pourri. Alors, vas-y, je remets une pièce. Et du coup, je relance. Je dis, ah, du coup, ça me casse mon truc. Alors, du coup, je remets une pièce. Enfin, on peut pas mettre autant de pièces qu'on veut, parce que je rappelle, quand on met une pièce, si je veux continuer à rejouer, il faut qu'elle soit toujours de valeur supérieure à la précédente que j'ai, moi, défaussée. Donc, les grosses valeurs, c'est bien de les avoir parce que ça vous donne plus de chance. Par contre, dépenser 7 points pour rejouer, pas sûr que ce soit rentable. Donc, pareil, comme au casino, il faut savoir quand s'arrêter. Et c'est toujours très difficile. On change complètement de registre ici avec Infiltrator. Là, c'est un jeu de chez Ori Games. C'est un jeu de John Keane et Liam Keane et c'est illustré par Man Tsun. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. C'est coopératif. C'est à partir de 10 ans. C'est un jeu de déduction. Et c'est pour 30 minutes environ de partie. L'idée, c'est que là, on a fait une mise en place, comme indiqué dans le jeu, pour vous expliquer le jeu. On a un triage de cartes qui a été fait au préalable. Et on va dire que c'est un niveau de difficulté très simple, ce sont des missions d'entraînement. Vous en avez 2 dans le livre. Et une fois que vous avez fait les missions d'entraînement pour vous indiquer justement comment fonctionne le jeu, et bah du coup, hop, vous retournez le livret. Et là, vous commencez dans les missions confidentielles à rentrer dans le vif du sujet avec justement des règles spéciales sur les différentes missions, un peu à la manière d'un The Crew par exemple. Donc le jeu est totalement rejouable. Et comme The Crew, il va avancer par niveau, entre guillemets. L'idée, comment ça va se passer? Dans la mise en place, vous avez un super flingue. Déjà, ça c'est très important. Je confirme que tu as joué avec 15 minutes avant la vidéo, donc oui. C'est vraiment un super flingue. C'est clair. Ensuite, c'est dans GoldenEye, c'est le Goldfinger. C'est génial. Du coup, vous allez avoir avec cette arme-là donc 5 balles. C'est parce que là, j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs, 3 joueurs. C'est plus ou moins la même mise en place, mais du coup, c'est une mise en place pour 2 joueurs. Vous allez avoir ici 2 cartes face cachée qui sont les traîtres, c'est eux qu'on doit trouver. Et ces cartes-là de traîtres, bah, du coup, c'est les cartes qu'on va avoir ici, qui sont dans le jeu. Là, on a 3 couleurs qui sont dans le paquet, qui sont les oranges, les rouges et les noirs, qui vont avoir des valeurs entre 2 et 13. On a écarté certaines cartes. Chaque joueur va piocher 5 cartes. On va avoir un petit support comme ça en bois. On a 2 traits de face cachés, c'est ceux-là qu'on doit essayer de trouver, donc en termes de valeur, en termes de spécialité. Et on lance la partie. À son tour de jeu, c'est très très simple. Le but du jeu, de toute façon, c'est de trouver les traîtres. Dès qu'on a trouvé les 2 traîtres, on a gagné la partie. Les traîtres sont toujours liés à des cartes comme ça. Donc en fait, derrière ce traître-là, il y a une couleur et une valeur que je dois trouver pour éliminer le traître. On gagne la partie quand on les trouve. On va perdre la partie si la pioche est vide et qu'on se retrouve à piocher, ben malheureusement on a perdu. Et si jamais on a moins de balles dans notre flingue que de traîtres à éliminer, ben on a aussi perdu. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de balles pour éliminer les traîtres. Comment ça se passe? À mon tour de jeu, bah, j'ai une aide de jeu ici. Vous avez le droit de faire une action parmi 5. La première action, c'est identifier un traître. Ce que je fais, c'est que je vais prendre l'une des cartes, par exemple celle-ci, et je la mets hop, face visible sur mon support ici en bois, de façon à ce que je puisse voir la valeur et la couleur. Donc là, je sais que c'est un 11 rouge. Les autres joueurs doivent deviner ce traître-là, du coup. Donc moi, je vais pouvoir leur donner des informations. Comment on fait? Bah, avec la deuxième action, on va pouvoir donner des indices. Donc moi, j'ai ces cartes-là en main. Et je vais pouvoir donner des indices. Un peu à la manière d'un similo, vous allez pouvoir incliner votre carte, donc donner un indice à cette action-là. Je joue une carte, et si je la mets verticalement, j'appuie sur le fait que cette carte-là, elle a un lien par sa valeur ou par sa couleur, et ou par sa couleur avec la carte que j'ai ici. Là, c'est pas le cas. En contrepartie, je peux très bien dire, bah non, cette carte-là, donc cette carte qui est ici, donc celle-ci, n'a pas de lien avec le traître qu'on cherche. Donc là, pour le coup, bah, elle n'a aucun lien, ni la couleur,
ni la valeur. Vous avez ce petit support ici, et donc les autres joueurs, quand je fais par exemple donc donner un indice, quand je donne du coup cet indice-là, les autres joueurs ils vont griller des trucs, ils vont se dire bah ok, il nous dit que son traître-là, il a aucun rapport avec 6 et orange. Donc je vais virer déjà 6, puis je vais virer orange par exemple. Parce que je sais que cette carte-là n'a aucun rapport avec celle-ci. Donc il n'y a pas de souci, mais moi je fais mes petites déductions. Donc ça c'est une des actions parmi les 5. La troisième action c'est échanger des informations, c'est un peu le même système, c'est-à-dire que sauf que là je vais donner une carte à quelqu'un qui a un traître. Donc mettons si l'adversaire, si mon allié pardon est comme ça, j'ai envie de savoir ce qu'il a, donc je vais lui donner ma carte et lui va me dire si elle est inclinée comme ceci ou comme ceci. Et ouais. Je rappelle que là elle n'a pas de rapport et que là elle en a un. Donc s'il fait ça, bah pareil je vais noter en me disant donc ça veut dire que sa carte, etc. Ensuite, on a consulté les dossiers. Consulter les dossiers, bah, vous retrouvez des fois avec des cartes en moins. Donc vous allez du coup défausser une carte, face cachée, très important. Piocher 1 à 3 cartes, donc je pourrais décider d'en piocher que 2. Il faut faire attention à pas trop piocher, pourquoi? Parce que vous êtes limité à 7 cartes dans votre main. Donc là ça va, je ne suis pas trop limité, j'aurais pu en piocher 3 d'ailleurs. Hein. Mais du coup, bah, il faut faire attention à ce qu'on pioche, parce que je rappelle que s'il n'y a plus de pioche, on peut perdre la partie. Et enfin, éliminer un traître, c'est le meilleur moment. Vous prenez le flingue, vous le faites tourner. Non, c'est pas vrai, mais bon, moi j'aime bien le faire tourner. Hop, vous pointez un traître, vous dépensez une balle, et vous annoncez la valeur et la couleur du traître. Donc là, je dis, bah là, je pense que c'est le 12 noir, par exemple. Si c'est faux, bah, on a perdu une balle. C'est relou, mais ça va, on perd rien d'autre, entre guillemets. Si par contre on réussit, bah, le traître est éliminé, on va le défausser. On va défausser aussi les cartes, et bah, du coup, il y a déjà un traître éliminé, il faudra éliminer le deuxième pour gagner la partie. C'est tout. C'est vraiment méga simple. Je crois qu'en plus de ça, on a un petit bonus qui permet de piocher une carte aussi, parce qu'on a quand même éliminé quelqu'un et qu'on n'est pas un loser. Voilà en gros pour le jeu. Okay. Ce qui est très chouette, c'est que là, vous n'en avez que 2 pour l'entraînement, mais dès la première mission, vous en aurez déjà 7 à éliminer. Mais vous aurez beaucoup plus de balles, vous en aurez 10. Ce qui veut dire que si jamais il vous reste 6 traîtres et que vous avez 5 cartouches, c'est perdu en fait, donc il faut tout recommencer. Vous aurez déjà des spécialités, il y en a 4 sur les 6 de mémoire, et donc du coup là déjà il y aura beaucoup plus de cartes, donc la déduction va être de plus en plus difficile. En plus de ça, vous aurez peut-être des règles spéciales qui vont se rajouter au fur et à mesure des missions, et il y a notamment des petits jetons que je viens d'apercevoir, qui sont ceux-là, les petits jetons que vous avez là où vous pouvez pointer quelqu'un du doigt. Ah, ça c'est moi qui me suis amusé pendant voilà. la vidéo. Ça je ne sais pas encore à quoi ça sert, parce que je vous ai juste expliqué le jeu en entraînement, j'ai regardé les 2 autres missions en me disant ok ça a l'air intéressant, il y a de l'évolution, après je ne sais pas à quoi servent exactement ces trucs-là, mais c'est pas grave, je vous ai juste expliqué le jeu, vous après vous allez pouvoir le découvrir avec les différentes petites missions que vous avez à l'intérieur. J'aime beaucoup cette tuile-là parce qu'en fait ça permet vraiment, en termes, bon déjà d'édition c'est très propre, et en plus ça permet de se refaire en disant bah tiens j'ai coché ça mais en fait je me suis trompé, c'est pas vert en fait. C'est super donc il faut bien le refaire. Parce qu'à un moment il y a énormément d'informations. Exactement, donc là on essaie de cocher, on retient, puis si on s'est gouré on peut effacer puis remettre, et en plus derrière on a directement les 5 actions qu'on peut faire, tout simplement. C'est très propre, ça a l'air très chouette vraiment, je n'y ai pas encore joué, ça me botte énormément, parce que c'est le genre de jeu en général, je trouve qu'en déduction, un petit peu comme tu disais à la Turing Machine, où là finalement je trouve que un petit peu différent quand même. Sensation de jeu. Et surtout je trouve que les illustrations donnent vraiment une superbe thématique. Et alors, hyper bien édité. je vous ai dit que le flingue il était vraiment cool. Moi j'adore le flingue. Je crois que je vais continuer à expliquer les jeux comme ça. Est-ce que tu veux qu'on change? On va passer au JDR. Vas-y. Actu JDR, on adore ce jingle. La semaine dernière, vous aviez présenté, pendant que je n'étais pas là, du Fading Suns. On n'avait pas tout, on a tout reçu désormais. On va voir ces 2 petits suppléments comme ceci en souple. On va voir le guide des factions, qui est vraiment un guide d'univers purement, mais les factions c'est ultra important dans Fading Suns. Et on a Intrigues et Escapades, c'est aussi un supplément d'univers, mais également un petit supplément de scénario qui va vous permettre de lancer des intrigues. Vous avez un cadre d'intrigue en tout cas. Nous avons reçu également Big B présente la gloire des géants pour Donjons et Dragons, la 5e édition. C'est particulier ces suppléments-là parce que souvent dans Donjons et Dragons, on va avoir des suppléments de règles d'une part, et on va avoir des scénarios de l'autre, et puis on va avoir éventuellement des options de personnages d'une autre part, et là c'est un espèce de livre all-in-one, c'est le 5 en 1. C'est plutôt le 3 en 1, puisque la gloire des géants, ça va être des nouvelles options de personnages. Je pense que si on le met par là, on est pas trop mal. Voilà, j'ai pas de reflet. Les nouvelles options de personnages. Donc pour la création de nos personnages, avoir de nouvelles options et des nouveaux dons quand on va monter de niveau, etc. qui vont être forcément liés à des descendances de géants. Vous avez du sang de géant, votre religion c'est les géants, donc vous avez des petits pouvoirs liés aux géants à nouveau. On va avoir du bestiaire, donc là c'est plus du supplément pour côté MJ. Un joli bestiaire d'ailleurs, on va essayer d'aller voir quelques bébêtes, voir si on peut. Et puis il va y avoir du scénario, il y a des propositions de scénario. Donc c'est vraiment un bouquin qui va ravir les MJ selon moi.
Voilà, hop là, il y avait une tique géante, c'est très très moche. Oh, une oie géante, j'adore. Bref, ils ont pris des animaux classiques, ils ont rajouté géant derrière, mais il y a aussi des trucs vraiment très originaux. Je l'ai regardé parce que, en fait, moi je me fais plaisir avec les illustrations. Je trouve que la 5e édition a franchement de très très belles illustrations. Je trouve que ça évoque l'imaginaire. Hop, voilà donc la gloire des géants pour la 5e édition de Donjons et Dragons. Et on termine avec Cthulhu no Kami de Dead Crows. Et c'est un coffret tout en un. Hop là, on va essayer à nouveau d'éviter les reflets. C'est un coffret tout en un, donc en fait, eh bien, là-dedans, il y a tout. Donc, vous avez 2 livres, La Voix de Leyu qui s'adresse plutôt aux joueurs, mais bon, c'est un peu l'équivalent du livre des joueurs, le Player Handbook dans Donjons et Dragons, donc c'est quand même un indispensable. Et La Voix du Sensei qui s'adresse plutôt aux meneurs de jeu. Tout est dans le titre. Cthulhu no Kami, bah, les Kami c'est les esprits en fait, hein. Donc on est une sorte de Japon médiéval, folklorique, fantastique, avec des esprits, donc des Kami, des yokai, des divinités, des esprits de la forêt et autres, mais il y a également les grands anciens, Cthulhu, Ashtur et compagnie, sont là, évidemment ils sont pas gentils, évidemment on va leur péter la gueule. Bien sûr. Voilà donc pour Cthulhu no Kami. On a fait le tour du JDR, on repasse de l'autre côté. Et recoucou, on a également Pas Dupe cette semaine, un jeu de Clovis Béraud illustré par Marine Caron. Vais-je arriver à trouver un nom d'éditeur? Je vois Eco-Friendly Games, est-ce que c'est le nom de l'éditeur? Eh bien, j'ai l'impression. C'est un jeu d'ambiance, donc à partir de 16 ans, parce qu'il y a des cartes un petit peu salées, brûlantes, olé olé, qu'on peut choisir de mettre ou pas, hein, quand même, mais elles ont un petit symbole, donc on peut choisir de les trier si on le souhaite, pour des parties de plus ou moins une demi-heure, et de 2 à 12 personnes. Alors évidemment, comme tous les jeux d'ambiance, il faut être un petit peu nombreux pour que ça soit intéressant. Oui. Ceci dit, j'ai fait une mise en place pour 3 personnes, nous avons joué tous les 3 juste avant la vidéo, et il faut avouer que ça marche plutôt bien. Je pense par contre qu'à 12 personnes, ça ne durera pas une demi-heure. Normalement, non. On va plutôt taper dans le 45 minutes, si c'est pas le 50, parce que bah, c'est le genre de jeu, c'est un jeu d'ambiance où quand il va se passer un tour, on va pas suivre mécaniquement l'ordre des tours, on va rigoler, on va rebondir sur ce que vient de dire l'un ou l'autre, sur la bêtise qu'il vient de dire en général. Comment est-ce que ça fonctionne? Pas dupe. Selon le nombre de joueurs, on va mettre plus ou moins de jetons ici. Donc là, j'ai fait une mise en place pour 3. On va mettre le nombre minimum de jetons, il y en a 12. Et petit à petit, on va vider cette réserve de jetons. Lorsqu'elle est vide, la personne qui a le plus de jetons gagne la partie. Comment est-ce que ça fonctionne un tour? Et bien à chaque tour, ça va changer hein, d'un tour sur l'autre. Et bien une personne qui est le compteur. Cette personne va tirer une carte et la regarder secrètement ou l'annoncer. Voilà, par exemple, j'annonce. Donc j'ai le choix entre 2 thématiques. Je vais choisir la thématique nourriture. Cette personne, en l'occurrence moi, va raconter une anecdote. Cette anecdote, elle peut être vraie, elle peut être fausse. Attention, on ne peut pas mettre du faux dans le vrai pour dire « Ah mais non, finalement c'était faux parce que j'ai changé un détail au dernier moment ». Quand on raconte une anecdote fausse, il faut qu'elle soit vraiment fausse de A à Z. Quand c'est vrai, bah, évidemment, il faut que ça le soit aussi. Donc voilà, on ne peut pas trop tricher là-dessus, c'est une règle qui est très bienvenue. Je vais raconter une anecdote. Nous avons tous une carte 100% vraie. Pour dire, bah oui, c'est vrai, une carte pas dupe, pour dire, bah non, mais mon œil, il y a n'importe quoi. Moi j'ai ça devant moi, on est 3 joueurs, donc Alex, tu vas avoir un pas dupe et un 100% vrai. Ouais. Alice, tu vas avoir un pas dupe et un % vrai également. Ouais. Et puis, bah, je vais donner une anecdote, donc bah, anecdote nourriture. J'ai été végétarien pendant plusieurs années. Moi, ici, je mets une carte pour déterminer à l'avance si c'est vrai ou faux, hein, pour montrer que je ne change pas d'avis au dernier moment selon ce qu'ont dit les autres. Et puis vous allez chacun choisir une carte. Donc ça c'est la carte d'Alice, et ça c'est la carte d'Alex, d'accord? À chaque tour, il y a un jeton qui est mis en jeu. Là, moi, en tant que compteur, je vais devoir accuser un certain nombre de joueurs de se tromper. Comme on joue qu'à 3, je vais accuser qu'un seul joueur de se tromper dans son choix ici. Okay. Et je pense que Alex, tu t'es trompé, et donc ce jeton entre en jeu. Okay. On dévoile, c'est vrai. Tu ne m'as pas cru. Alice, tu écoutes bien quand je raconte ma vie. Tout à fait. C'est bon. Alex, je savais que tu allais te planter. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est moi qui gagne le jeton. Si, par contre, tu avais choisi 100% vrai, eh bien, je t'avais accusé de t'être trompé. C'est faux, tu ne t'étais pas trompé. C'est toi qui gagnais le jeton. Okay. Et moi, en tous les cas, je me... Voilà. Premier twist du jeu, c'est... on accuse, quand on est compteur, quelqu'un de se tromper. Oui. Parce que bon, un jeu où on raconte des anecdotes vraies ou fausses, franchement, c'est pas si original que ça. Ça, c'est le premier twist qui rend le jeu intéressant. Deuxième twist qui rend le jeu intéressant, au fur et à mesure de la partie, on va gagner des jetons comme ceci. Donc moi, par exemple, j'ai 2 jetons devant moi, toi, t'en as 3, Alice, bah, t'as 3 jetons. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais donner une anecdote, donc je vais dire que, par exemple, elle est fausse, hein,
évidemment on ne le dit pas à voix haute. À nouveau, vous allez chacun jouer une carte. Eh bien, vous pouvez choisir de miser dessus. Donc par exemple, Alex, toi tu as misé 2 jetons. Oui. Et toi Alice, tu as misé 1 jeton. Vous auriez pu choisir de miser 0 jeton, hein, peu importe. Jusqu'à un maximum correspondant au nombre de jetons que j'ai moi. Pourquoi? Parce qu'en plus du jeton qui est mis en jeu, eh bien, on va mettre nos jetons en jeu. Donc, j'annonce, c'est l'anecdote que j'ai dit, que je n'ai pas dit, est fausse. Je t'ai accusé de t'être trompé, Alex. Ah ah ah, j'ai bien fait à nouveau de t'accuser de t'être trompé. Eh bien, non seulement je te vole tes jetons, tac, et en plus je prends celui-ci. Évidemment, si tu avais bien vu que mon anecdote était fausse, bah, tu aurais gardé tes jetons. Tu aurais pris mes 2 miens, et puis en plus tu aurais pris le jeton qui était en cours de mise. Donc là, je prends très cher, sachant qu'il reste que 3 jetons au milieu et que tu en as 6, il y a peu de chances que je gagne et toi tu es plutôt bien parti. Voilà donc pour Pas Dupe. Franchement, les 2 petits twists rendent le jeu plutôt cool, bonne surprise, vraiment bonne surprise Pas Dupe. Juste ici, nous avons Décal dans la belle tour Gigamic Décal. On a un exemplaire de démo, on l'a pas mis en démo, pourquoi? Parce que énormément de sorties, plein de petites boîtes qui prennent beaucoup de place, et c'était soit Pas Dupe, soit Décal. Et ben on s'est dit que Pas Dupe c'était plus intéressant de vous montrer, de le mettre en scène, et Décal pas forcément. Pourquoi? Bah tout simplement parce que ici, et ici sur le dos de boîte, bah, on a une super présentation, donc je vais m'appuyer sur cette super présentation qui se passe finalement d'avoir un exemplaire de démo. Comment est-ce que ça fonctionne? Décal, c'est un jeu dans lequel il faut faire le moins de points possible, donc soit on fait juste une partie qui est une seule manche, et à la fin de la partie on compte les points, la personne qui a le moins de points gagne. Soit on peut faire plusieurs manches, comme si on faisait plusieurs parties, et on se dit par exemple, quand quelqu'un dépasse, j'en sais rien moi, 40 points, on arrête tout et là on voit qu'il y a le moins de points, au choix. Ça dépend un petit peu le temps que vous avez devant vous. Comment est-ce qu'on va jouer pour faire le moins de points possible? Et ben à chaque partie / manche, ce qu'on va faire c'est que on va faire d'abord notre mise en place. Donc là on a une mise en place pour 4 personnes, 1, 2, 3, 4. On va commencer par, j'essaie de voir si l'avant était mieux que ça, mettre les cartes face cachée. Donc on a un carré de 4 sur 4, chacun, devant nous, 2 cartes, entièrement face cachée, donc le côté où il y a marqué Décal. Vous ne savez absolument pas ce que vous avez. On a des cartes numérotées de 1 à 10. On va tout d'abord prendre une carte au hasard dans notre carré qui est face cachée, la retourner et la mettre tous ensemble sur la table. On se retrouve donc avec 4 joueurs, 4 valeurs tirées au hasard. Si nous n'étions que 3, et bien tout simplement avec 3 valeurs tirées au hasard sur la table. Il y a une personne qui va commencer, cette personne prend sa tuile et va devoir la placer quelque part dans son plateau. Le truc c'est que on a libéré un petit trou ici. Admettons, moi j'ai posé le 4, mais en fait c'est plutôt j'en sais rien moi, le 7 qui m'intéresse. Je vais pas venir mettre le 7 pour remplir le trou. Bah non. C'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que je vais pousser d'un côté ou de l'autre pour venir pousser et combler le trou. C'est un effet taquin, en fait. Ouais. C'est hyper malin. C'est bête comme tout. Mais en vrai, c'est hyper malin comme petite règle. Donc, par exemple, ce que je pourrais faire ici, c'est prendre le 7 et venir pousser celle-ci. Hop, comme ça, j'aurai ce 7 ici, là, pas trop loin de l'autre 7. Pourquoi est-ce que c'est bien? En fait, je vous ai dit que le but du jeu, c'est d'avoir le score le plus bas possible. La partie s'arrêtera lorsque tout le monde aura révélé toutes ses cartes. On va compter les points que vous avez marqués sur vos cartes, mais quand on arrive à faire des groupes d'une même valeur, et c'est pour ça que c'est bien d'essayer de mettre un 7 le plus proche possible d'un autre 7, et bien ces cartes, elles vont s'annuler, elles vont compter pour 0. On a un exemple ici, on a 2, 2, 2, on a 3 2 qui se touchent, ils valent 0, rien du tout. Par contre, le petit 8 isolé ici, a priori pour l'instant il va compter 8. Et si on a 2 10 qui se touchent, ça fait pas 20 points, ça fait 0 à nouveau. Et donc quand vous allez pousser avec votre petit effet taquin, le but du jeu c'est de constituer des groupes. Et donc je vous l'ai dit, on met une carte au milieu, chacun notre tour on en prend une, et ainsi de suite, jusqu'à ce que un plateau, les plateaux soient entièrement dévoilés, on compte les points, soit c'est juste une partie et ça va durer une quinzaine, une dizaine de minutes, soit on enchaîne les parties. Je n'ai pas donné les noms d'auteurs, illustrateurs et autres, alors que c'est très important. C'est un jeu de Claude Clément, il est conseillé à partir de 7 ans, comme vous voyez les règles sont extrêmement simple, et ça va être le plus de ce jeu en petit format qu'on peut emmener partout, et pour 2 à 6 joueurs. C'est illustré par Joey. Nous avons reçu également les charlatans de Belcastel, le duel. Donc c'est un jeu qui se joue que à 2. Il existe déjà les charlatans de Belcastel, c'est un jeu auquel vous avez peut-être déjà joué, un jeu de stop ou encore un petit peu de backbuilding également. Carrément. Où on va essayer de concocter des potions. Là, c'est un peu le même système, sauf qu'on va essayer, dans Charlatan de Belcastel, de soigner des personnes qui se trouvent au centre ici d'un petit village, d'un domaine. Et ces petits bonhommes-là vont essayer d'avancer vers le stand. Donc forcément, vous avez le stand adverse et le vôtre. Et ils vont essayer d'arriver sur ce stand-là pour ensuite se faire soigner et du coup arriver ici. Dès qu'un joueur aura ramené 6 petits bonhommes de son côté, ça met fin à la partie. Et celui qu'on a le plus, évidemment, gagne la partie. Donc il n'y a même pas de soupe de points, c'est juste une course.
C'est un jeu qui foisonne en termes de matos, mais c'est un peu la marque de Schmitt en général, hein, surtout sur les charlatans de Belcastel ou même sur les tavernes de la Vallée Profonde, on a toujours un très très gros matos, avec finalement un pas si gros prix que ça, puisqu'il est à 25 € seulement. Donc finalement, très cool, moins cher qu'un Seven Wonders Duel par exemple. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce jeu? L'idée, c'est qu'on va avoir chaque joueur, une potion, une petite fiole comme ceci, dans laquelle on va aller mettre des ingrédients durant la partie. Ensuite, une fois qu'on aura fait éventuellement cette phase de concoction de potions, on va pouvoir éventuellement donc acheter de nouveaux produits, enfin de nouveaux ingrédients qui vont avoir des effets qui en général s'enclenchent quand on les pioche, et on va continuer comme ça, rebelote, différemment jusqu'à ce qu'une condition de fin de partie soit enclenchée, c'est-à-dire les 6 petits personnages soignés. Première phase dans le jeu, en fait c'est une phase dans laquelle on va tout simplement chacun notre tour. Dès qu'on aura décidé de passer, on passera à la phase d'après, mais chacun notre tour, les joueurs vont pouvoir piocher dans le sac de façon à piocher des ingrédients. Quand vous allez piocher dans le sac, vous piochez un par un, donc c'est à moi de jouer par exemple. Oula, pardon, c'est à moi de jouer par exemple. Là, t'en as déjà pioché 2. Voilà, exactement, j'en ai pioché 2, donc j'en ai pioché un que j'ai posé ici. À chaque fois, vous voyez, il y a 3 emplacements en haut de la fiole ici. Même 4. Exactement, donc là j'ai pioché un premier que j'ai placé ici. Les noirs c'est un peu particulier, quand je les gagne, enfin quand je les pose ici, je gagne immédiatement 2 pépites. Donc là je vois, c'est une valeur de 2, je gagne 2 pépites. Si j'avais pioché un 1, j'aurais gagné une pépite. C'est rappelé de toute façon sur les petits livrets qui sont ici, les effets des différents ingrédients, lorsqu'ils s'enclenchent, à quel moment et qu'est-ce qu'ils font exactement. Donc là je pioche ça, ensuite je continue parce que j'ai pas envie de m'arrêter. Je pioche ceci par exemple. Je vais par exemple, mettons, piocher un petit blanc comme ça. Le blanc en fait c'est des claques-doigts. Les claques-doigts on n'en veut pas. Et donc en général ils vont se positionner sur une fiole ici. Attention, la valeur aussi va impacter le déplacement. Si là par exemple j'avais pioché une valeur 2, je sais pas si on a une là, voilà par exemple valeur 2, je regarde le dernier emplacement de mon dernier claque-doigt et je le déplace d'autant que la valeur. Donc là 1, 1, 2, il va là. Donc faire attention parce qu'au début on a 4, 1, on a 2, 2 et on a un 3. Si je pioche un 3, j'irai jusque là. Attention à pas tomber ici, sinon votre potion elle explose et ça c'est vraiment pas bon du tout. Je vais continuer à piocher, mettons, là, par chance, je pioche un 6 par exemple. Je vais le placer ici. Et donc immédiatement, là, entre guillemets, mon tour pour la fiole va prendre fin. Et je vais comptabiliser l'ensemble des valeurs qui sont ici, plus la dernière valeur du claque-doigt que j'ai pioché. Donc du coup, ça fait 6 et 2, 8 et 1, 9 et 2, 11. 11, c'est le nombre de cases dont le petit bonhomme ici va se déplacer vers mon stand. Donc là, je le déplacerai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De toute façon, l'idée, c'est que dès qu'il va atteindre mon stand, il va pouvoir aller ici. Hop. Sous la case ici, il y a un effet qui va se déclencher. Donc là où il est arrivé. Souvent, ça va aider l'adversaire, mais des fois, il y a des choses qui vont m'aider un petit peu. Mais souvent, ça aide quand même plus l'adversaire. En général. Et ce petit stand-là va reculer de 2 cases. Donc il va s'éloigner en fait au fur et à mesure. Si au moment où j'ai déplacé mon petit bonhomme ici actif, il me restait encore du déplacement, c'est le personnage juste après qui va compléter le déplacement qui me reste. Il faut savoir qu'il y a toujours un bonhomme qui se déplace sur les 2 pistes. Donc c'est-à-dire que là par exemple j'ai joué, maintenant on va dire que c'est Antoine qui joue, donc Antoine aussi va jouer, il va de nouveau révéler des petits jetons, et ça va le faire par exemple avancer de 9. Donc là ce qui se passe, c'est que le bonhomme il va aller vers la piste d'Antoine, vers le stand d'Antoine, donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 par exemple. Et à chaque fois il y a une sorte de tir à la corde comme ceci. Une fois qu'on a nos 3 jetons ici placés, on les place toujours dans la fiole qui est ici. La concoction de potion, en fait, elle continue jusqu'à ce qu'un joueur soit explose, soit décide de s'arrêter. Il dit non, c'est bon, là, je m'arrête, c'est très bien, parce que vous verrez que forcément continuer, ça peut faire exploser, et ça c'est beaucoup moins bien, donc vous pouvez vous arrêter. Une fois que tous les joueurs ont arrêté, on passe à la phase d'après. Et c'est là où la phase d'après va être intéressante, parce qu'elle va permettre justement de enclencher certains effets. Donc les effets que vous voyez avec ce symbole-là, par exemple, donc là c'est uniquement sur les œils de Pan. Sur les autres œils de Pan, en fait, on va voir justement des effets qui vont s'enclencher à ce moment-là. Pour chaque jeton bleu de valeur différente dans la fiole, il y a des effets qui s'enclenchent. Là, par exemple, je n'ai qu'un seul œil de Pan de valeur 1, donc je n'ai que un différent finalement, donc je vais pouvoir avancer d'une case vers moi, le petit bonhomme ici. Il y a d'autres effets qui peuvent s'enclencher à différents moments, mais en général c'est quand on les pioche qu'ils s'enclenchent, c'est juste pour l'œil de Pan que c'est un peu particulier. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir en fait la phase où on va pouvoir justement arriver sur ces cartes-là, qui sont en fait des cartes un peu de... Comment on peut appeler ça?
de dilemme quelque part. Ouais, carrément. Je ne sais plus comment ils appellent exactement ça. Je ne sais plus non plus. Mais c'est représenté par une balance. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 2 gains en fait, qui seront proposés. Donc vous aurez toujours en fait, la possibilité de récupérer ça. Mais en fait, le joueur qui a fini la première phase en dernier, on va dire, hein, en fait, donc finalement celui qui a fini par faire sa potion en dernier, il va avoir ces jetons-là qui sont posés à côté. Et il va donner une valeur à ce qu'il y a dans l'autre balance. Donc en fait, il va mettre des gains dans cette balance-là. Et il va proposer un choix à son adversaire. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je me dis, tiens, un 3 orange, c'est quand même pas trop mal. Ça va pas mal intéresser Antoine, je pense. Donc je vais mettre dans la balance en face 2 pépites et 2 améliorations pour les petites gemmes ici qui sont noires. Et donc là, je dis à Antoine, tu choisis. Soit tu prends un jeton de valeur 3, et c'est là en fait on va backbuilder son jeu, parce que ce jeton-là va venir dans notre sac. Ou alors il va choisir de prendre ceci, et du coup il récupérera 2 pépites immédiatement, qui servira à la phase juste après, et il va améliorer immédiatement une pépite 2 fois, ou 2 pépites d'une fois. Pas mal. Sachant que les valeurs maximum étant de 4 pour la plupart, voire 6 pour les oranges qui sont un peu particuliers, qui sont des délicieuses citrouilles. Mettons qu'Antoine décide de prendre les 3 finalement, je me suis fait avoir, je pensais qu'il prendrait ça, il prend le 3, moi je récupère ça, je fais mes petites améliorations, je récupère mes pépites. Les pépites servent tout de suite après à acheter des ingrédients. On peut acheter autant d'ingrédients qu'on veut dans cette phase-là. Le coût est rappelé sur les différents parchemins que l'on voit ici. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas acheter plusieurs fois le même type d'ingrédients. Donc du coup, si j'ai 11, je peux acheter une seule délicieuse citrouille, ou alors me dire, tiens, je vais répartir, je vais prendre d'abord 8, et puis mettons autre chose qui coûte 2 par exemple, et autre chose qui va coûter 3 par exemple. Si j'ai suffisamment de pépites, je répartis en fonction, mais je dois acheter des ingrédients différents, je ne peux pas acheter plusieurs fois le même ingrédient. Une fois qu'on a fait ça, il me semble qu'il n'y a pas d'autre phase, il y a une phase de fin de manche en fait qui fait qu'on va déterminer le nouveau premier joueur. Et je l'ai oublié de le préciser, mais au début de chaque manche, vous allez avoir le premier joueur qui va lancer 2 petites piécettes, hop, et ça va indiquer un bonus que le joueur va pouvoir récupérer. Donc par conséquent, le deuxième joueur aura l'autre. Par exemple, si je prends les 3 pépites, Antoine aura le droit à ce petit bonus qui permet de remettre durant la phase de pioche tous les jetons blancs qui ont été piochés et de les remettre dans le sac. Ça permet de souffler un peu plus. C'est un jeu qui a une mécanique de jeu qui n'est pas très complexe. On a un petit peu galéré à éplucher un peu les règles, dans le sens où la première phase de jeu, elle était difficile à expliquer, dans le sens où en fait on fait plusieurs premières phases, et dès qu'un joueur souhaite s'arrêter ou doit s'arrêter, là on enchaîne les autres phases. Sur le moment, on s'était un peu dit, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi on pioche que 3 trucs, on devrait s'arrêter maintenant. Finalement, en épluchant un peu les règles, on s'y attardant un peu plus. C'est assez bien fait finalement dans les règles. Ce qui est très chouette, c'est déjà le matos, comme je disais, par rapport au prix, mais aussi la rejouabilité. Parce que là, on vous a mis les 2 pièces de base, mais il y en a une 3e, donc vous allez pouvoir choisir 2 pièces à chaque fois parmi 3. Donc ça n'a pas les mêmes effets recto verso à chaque fois. En plus de ça, les grimoires que vous avez ici, mais en fait vont changer, parce que là, on vous a mis le niveau 1, mais derrière, il y a le niveau 2, il y a des cartes qui ont un niveau 3 et derrière un niveau 4. Et à chaque fois, le gain est complètement différent. Donc votre stratégie et votre backbuilding va tout le temps changer. Et ensuite, il y a cette course ici. On va essayer toujours de faire avancer, mais à force de faire trop avancer, notre stand recule et du coup, c'est plus difficile de l'atteindre. Donc l'adversaire va aussi, et ça va créer un équilibre, arriver plus facilement à son stand, qui lui-même va reculer, etc. Moi, je trouve la proposition très intéressante parce que des jeux souvent de prise de risque avec un peu de stratégie comme du backbuilding ou du deck building, il n'y en a pas forcément beaucoup dans le jeu à 2. Ça fait très plaisir d'avoir ce jeu-là. Honnêtement, j'y allais un peu en reculant. Je me suis dit, bon, ça va être compliqué parce que les charlatans de Belcastel, c'est déjà un jeu qui a réussi à convaincre beaucoup de joueurs. Complètement. Faire une version duel qui écrase pas l'autre et en même temps qui soit complémentaire, c'est très difficile. Là, je pense qu'on a quand même quelque chose de finalement très bien fait, de très intéressant. Voilà pour les charlatans de Belcastel, le duel. C'est à Alice de vous présenter le jeu suivant. Petit micro. Oui. Merci. Serre-moi. La douceur. Serre-moi. Alors, voici Guilty Monaco 1955 qui est sorti la semaine dernière, mais retard de livraison comme souvent, fait que nous le présentons cette semaine. C'est le deuxième opus, mais absolument pas la suite de la première boîte Guilty qui était sortie en novembre, je sais plus, bref, qui était sortie. Là, ça se passait dans une prison, l'assassinat d'une fille de sénateur. Il y a marqué que c'est 16+, et là 12+. Okay. Pas pour rien. Là, bon, meurtre dans une prison, faut interroger les autres prisonnières, etc. C'était un peu chaud, parce que ce qui vraiment définit cette gamme, c'est que c'est très très réaliste, glaçant de réalisme souvent, okay. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Là, c'est le kidnapping du roi de Monaco. Du roi ? Non, du prince. Du prince de Monaco, c'est plus une enquête recherche, etc. C'est pour ça que c'est 12+. C'est classé comme du solo plus, parce que comme tout jeu d'enquête, ça se joue très bien à 1 et à un peu plus. Bon,
Pas plus de 3, sinon on se marche dessus. C'est un principe de carte. Vous avez toujours une sorte de petite carte ici qui montre les lieux, les divers lieux de l'enquête. Et vous avez beaucoup de cartes très bien illustrées avec beaucoup de recherches historiques sur comment étaient habillés les gardes du palais à cette époque en 55, à cette saison-là, parce qu'ils n'avaient pas la même tenue en fonction des saisons. Vous pouvez du coup les organiser aux différents lieux. Il n'y a rien d'obligatoire au niveau de l'organisation, c'est pour vous. Mais en fait, une partie prend 3 à 4 heures et il y a énormément de cartes. Donc du coup, c'est un moyen pour organiser un peu visuellement. Il y a aussi des cartes de temps qui, du coup, vous avez un temps limité pour retrouver. Donc là, c'était parce que le lendemain, il y avait une conférence de presse et qu'il fallait expliquer pourquoi la fille du sénateur, elle était morte. Là, c'est parce que disparition du prince, c'est plutôt urgent, faut le faire assez vite. Ça se passe pendant d'ailleurs la course Formule 1, qui est assez célèbre, la plus grande course de Formule 1 qui a existé. Donc il y a aussi des événements qui se passent pendant que vous enquêtez. Donc ça fait que l'histoire est vivante, parce que Monaco continue à vivre pendant que vous faites votre enquête. Donc vous avez des cartes qui représentent le temps, mais qui font aussi des événements qui viennent rythmer votre partie. Voilà, Guilty Monaco 1955. Sortie de cette semaine, Petite Mère, avec les règles en breton. Voilà, c'est magnifique. Alex va être content. Voilà. C'est un jeu coopératif, donc solo à 4 joueurs à partir de 8 ans, 30 minutes de jeu environ. C'est par Pandasaurus et distribué par Yellow. Petite anecdote aussi marrante, pourquoi tout ce truc autour de la Bretagne? Et pourquoi Petite Mère? Parce que apparemment, Morbihan, qui est là-haut, là, en Bretagne, ça veut dire petite mère en breton. Voilà. Oh. Ils se sont un peu éclatés, c'est stylé quand même. Pourquoi ça s'appelle comme ça, à part que c'est pour le Morbihan? Parce qu'on va incarner ensemble des gardes-côtes bretons. Voilà. On va avoir des petits bateaux comme ça, donc quand on est à plusieurs, sinon on n'en a qu'un seul. Et on va avoir 3 tuiles devant soi. Alors au début, il n'y a qu'une seule tuile avec un phare. Et on va avoir des tuiles devant soi qui vont avoir de tout. De la mer avec des petits dessins de côtes, des balises, etc. Et à son tour, on va devoir poser des tuiles. Donc on en a 3 visibles devant nous, parce que c'est coopératif. Et on va les poser adjacentes à là où est notre bateau. Donc ici, une de mes tuiles, je ne pourrai la placer que là ou là. Voilà, alors qu'ici il est un peu plus libre, il peut poser là, là ou là. Le but c'est d'essayer d'enfermer les points rouges, donc les phares, la balise ici, les petits plots, etc. Comment on fait pour les entourer? Juste que là par exemple ce phare là est entouré parce qu'il y a des tuiles tout autour de lui. Là pour l'instant ça c'est vide et lui il n'est pas encore entouré, il faudra mettre une tuile ici pour que ce soit pour qu'il soit enfermé, cet élément rouge. Le truc c'est qu'à la fin de votre tour, toutes tuiles que vous n'avez pas utilisées parmi les 3 que vous aviez sont défaussées, sachant qu'à la fin de la pioche, il faut avoir enfermé le plus de trucs rouges possible. Donc du coup, faut bien utiliser ces tuiles, sachant que petit twist, comme c'est coopératif, vous pouvez carrément échanger une tuile avec un autre joueur en disant tiens, je te donne cette tuile là parce que là où est mon bateau, cette tuile que tu as toi là ferme bien le truc, donc du coup je te la pique et je ferme le petit pattern. Vous avez aussi 3 hélices, je crois, 3 ou 4 chacun, et ça vous permet d'accélérer un peu, donc vous en retournez autant que vous voulez, et ça vous fait avancer d'autant de cases en plus, parce que vous ne pouvez vous déplacer normalement que d'une seule case à votre tour, et là vous pouvez vous déplacer jusqu'à 4 cases, comme ça au prochain tour vous commencerez à un autre endroit plus intéressant, parce que justement il y a plein de trucs à fermer ou des choses comme ça. Sachant qu'au prochain tour vous récupérez votre force motrice, donc voilà, à chaque tour vous pouvez avoir ces petits jokers. Voilà, c'était Petite Mère, c'est extrêmement simple et assez satisfaisant. Voilà, en fin de partie, on regarde un peu sa mère du Morbihan, sa petite mère, et voilà, et vous avez votre jeu. Derrière le comptoir ? Et nous voici derrière le comptoir avec les retours de la semaine. Nous avons du jeu de rôle que j'ai oublié tout à l'heure, mais il est temps de se rattraper. Le retour de Force et Destinée, le jeu de rôle, livret de règles et kit de maître du jeu. Également Star Wars aux confins de l'Empire, le kit du maître du jeu, le livre de base. Nous avons également reçu cette semaine Love Letter, qui n'était pas là depuis plusieurs semaines, c'était dur sans Love Letter. C'était vraiment pas facile. Et pourtant, on avait un joli stock d'avance, mais c'est un classique, ça part vite. On a Unstable Unicorns, la version Not Safe for Work, qui est également de retour, et un jeu que vous ne reconnaissez peut-être pas, car c'est un relooking au passage pour Diamant. Voilà donc un petit jeu de stop ou encore familial, très très fun, un classique en somme. C'est fait, il n'y avait pas grand chose à dire, c'est pour ça que, hop là, nous avons déjà terminé ce derrière le comptoir, et tout de suite, un focus sur...
Coucou YouTube. Salut. Bienvenue dans ce focus très spécial avec un invité très spécial qui est Logan de chez Gigamic. Oui, bon, bienvenue, bonjour, merci de m'accueillir, c'est très sympa. Pas de soucis. Ouais, toujours un grand plaisir. Il nous a ramené plein de beaux jeux dans sa petite hotte de père Gigamic, dont celui-ci, Very Badlands, et d'autres qui viendront dans de futures vidéos. Mais on a invité Logan à nous présenter celui-ci devant la caméra parce que il est très doué cet homme, voilà, vous allez le voir très bientôt. Je sais. Vas-y Logan, explique-nous le jeu. Alors déjà Very Badlands, il faut savoir qu'il y a 2 boîtes qui vont sortir en septembre. 2 boîtes qui viennent de nos amis québécois de chez Randolph. Ce sont des boîtes qui pourront aussi se mixer entre elles, donc ça va donner plein de petites possibilités avec nos cartes. En gros, c'est un jeu où on va s'affronter, une sorte de petite bataille, où nous allons avoir des dinosaures, nous en recevons 2, il y en a un qu'on cache et un qui sera au-dessus qui aura un pouvoir particulier, on aura chacun un petit pouvoir, et le but c'est d'essayer de survivre à cet apocalypse qui nous attend. Donc il y a l'un d'entre nous, voire plusieurs qui vont tomber, et ça on va voir au travers des manches en cours, des manches qui vont se dérouler, comment ça va se passer. Ok. En gros, une manche, c'est on reçoit une carte, tous, en début de partie, on peut en prendre connaissance, et les cartes vont aller entre, alors ça va être un peu bizarre ce que je vais vous dire, entre 1 et 11, ou entre 2 et 12. Parce que le 1 et le 12, ils sont sur la même carte. Ça dépendra du jour et de la nuit. En fonction... Oh bah c'est bien, t'es tombé dessus. Incroyable. Si tu as le 1, si on est en journée, tu as le 1. Et si on était la nuit, tu as le 12. Il y a une carte qui permet de flipper et bim, de passer en nuit, etc. Le problème, Alice, du coup, c'est que tu sais que ta carte, elle n'est pas terrible, puisque la plus petite carte parmi nous va perdre une vie. Et les dinosaures peuvent avoir 1, 2 ou 3 points de vie. Heureusement, tu auras l'occasion de te débarrasser de ta carte, puisqu'à ton tour de jeu, tu pourras l'échanger avec le joueur suivant. Tu es première joueuse, tu auras le choix de soit conserver ta carte, soit d'échanger avec moi. Et puis moi je le ferai avec Alex, et Alex, vu qu'on a déjà joué nous, il le fera avec le dessus de la pioche s'il le souhaite. Et ensuite, on s'affronte, on regarde, celui qui a la plus petite carte remporte la partie. Bon ça, c'est pour le jeu de base, c'est pas très compliqué. Oui. Le problème, c'est qu'on a reçu des dinosaures, et chacun a sa petite particularité. Yes. Nous avons des herbivores, des carnivores, et chacun va avoir son petit pouvoir. Il y a des pouvoirs qui vont solliciter les autres, les autres vont essayer de nous aider parce que notre pouvoir va les aider eux aussi. Il y en a d'autres qui vont nécessiter des petites alliances. Tiens, avec les herbivores, si je fais ça, nous on peut pas perdre de points, etc. Il y a des pouvoirs qui vont vous permettre d'aller voir tout le paquet, etc. etc. Je veux pas spoiler tous les pouvoirs, Bien mais sûr. c'est un jeu plein de rebondissements et avec des combinaisons de cartes qui vont varier et qui vont être très très sympas. C'est clairement c'est les pouvoirs Pour des revenir dinos sur qui les, fait genre sur les 2 boîtes, ça c'est pas la boîte oui. finale. Hein. Oui. On est pour l'instant Ah bon, sur bah une si boîte hein, C'est regardez. dommage, on y a mis tout notre cœur. Je sais bien, mais c'est pas la boîte définitive. Oui, c'est voilà. juste, un Et, proto pour l'instant. c'était, j'ai oublié déjà le nom de l'autre, Brachiosaure. Oui, il y C'était aura 2 boîtes T-Rex du coup. et c'est ça. Brachiosaure. C'est ça, Voilà. donc Donc 2 là, on a boîtes T-Rex. effectivement qui se vendront pas très cher, hein, c'est 10 € la boîte en prix de Ça, vente c'est public, bien. donc c'est carrément fat. Est-ce Ça, qu'on c'est trop se bien. lance une manche pour voir comment Viens, ça tombe sur Antoine. une manche? Je viens de réagir au prix, c'est trop cool. Ouais, c'est génial, hein, vraiment. Là, en l'occurrence, le jour dit qu'on va faire les échanges dans ce sens-là. Ah donc oui, si c'était la exactement. nuit, ce serait dans l'autre sens. Exactement, tu le vois ici, effectivement. Ouais. Normalement, on Il y a- connaît pas les cartes des gens. Ouais. Normalement, non. Là, il se Attends. trouve qu'on connaît un peu les cartes des Non, gens. c'est bon, moi j'ai. Moi, T'as bien fait de vraiment changer fait. parce que j'avais une possibilité de te mettre la misère. Alors, juste avant qu'on commence, moi par exemple j'ai un pouvoir. Donc Oui, j'ai on un annonce les carnivore. pouvoirs, quand même. Moi mon pouvoir, donc là j'ai un Troodon. Il est intelligent, donc au début de la manche, je reçois 2 cartes. J'en garde une et je remets l'autre au-dessus du paquet. Ah, donc t'as le droit à une deuxième carte. Donc là j'ai le droit à une deuxième c'est carte, je regarde, je me dis wow. celle-là elle est vraiment bien. Et du coup celle-là je la remets au-dessus parce que Ça veut dire que le Ouais, dernier c'est joueur, joli. tu sais ce qu'il peut avoir, quoi. Exactement. Carrément, Ouais. en fait. Donc c'est très chouette. Et Ok. toi? Alors moi j'ai un apatosaure. Figurez-vous que l'apatosaure permet le jour de protéger n'importe quelle carte comprise entre 4 et 7. Donc si vous avez un 4 ou un 7, un 4, 5, 6 ou 7, vous ne pouvez pas perdre le jour. Et oui. Donc pour l'instant, là, dans cette manche, à ce jour, en tout cas, 4, 5, 6, on peut pas 7. perdre. c'est bon. Je suis drôle. Moi, j'ai le Dimétrodon. Instinct. Au début de la manche, je prédis qui aura le plus grand nombre. Si j'ai raison, cette personne perd une vie. C'est Génial. cool. J'adore. Et toi? Et moi, j'ai un Archéoptérix, il a 2 points de vie, c'est un carnivore, il est flamboyant. Ça veut dire qu'avant de révéler les cartes, eh bien, je peux retourner la carte jour-nuit. Lui, il Oh. peut flinguer le pouvoir de Logan. Par Ouais, exemple. Ok. Et tu Et as dit son nom beaucoup trop facilement. Je vais pas m'en priver. T'es un chic type, tu vas pas le faire. C'est ce qu'on verra. C'est pas parce que j'ai voulu te piquer ton poste que tu vas m'en vouloir à ce point. Je suis pas du tout rancunier. C'est le joueur le plus fan de dinosaures qui commence, c'est C'est ça? toi. Ah oui, C'est- ah bah il c'est- se trouve que c'est moi. c'est Ah pour bah toi. tiens, c'était... Comme de par hasard. Vous le saurez. Je pourrais changer ma carte avec Logan, je ne le fais pas. Ok. Donc je vais conserver ma carte.
Eh bien, je vais en faire de même. Je me trouve pas trop mal. Ah non, moi j'échange. Hein. Ah oui, non, j'échange. Saoul. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Et je t'ai passé de la maintenant, crotte. échange avec ça. Hein. Alors, Lui, il l'a vu. déjà, ce que je vais faire... Oui, je vais échanger Oh, avec j'ai ça. oublié de prédire. Crotte, je le ferai au prochain. Ah oui, Ton dommage. ton bluff minable n'a pas fonctionné. Et je vais utiliser mon pouvoir de flamboyance, puisque je viens de te refiler un 7 et que je veux pas qu'il te rende invincible. Oh. Et c'est donc désormais la nuit. Ah, mais j'ai le 11. Je vais flipper. Le 11, il flippe là. Il bluffe. Ouais, j'aurais dû rien J'espère que dire tu une bluffes fois de pas. plus. J'espère Nous que tu verrons. bluffes pas. Tout le monde est Bon, prêt vous êtes prêts? Ouais. Allez. Ah, c'était un 10. 6, 10, 7, 5. Par défaut, c'est moi qui ai la valeur la plus basse. Oui. Et c'est tout. Effectivement. Et comme il n'y a pas de petit pouvoir qui vient me sauver les fesses, eh ben je saute d'un point Bah, de vie. je t'aurais pas Tac. dû flipper. Je te sauvais, moi. Eh oui. Eh oui. Je Dommage comprends. pour Bah toi. oui. Il Bon. s'est suicidé, hein. Mais c'est moi qui perdais. J'ai agi par colère. Tu vois, dans le sens du sacrifice, Antoine, c'est ça que j'apprécie chez toi. Bravo. Ok. J'aurais été le seul à perdre. Hein. C'est très sympa. J'aime Allez. beaucoup ce que vous faites. Je suis très fan. Tiens. Merci on remet- beaucoup. Et c'est ça, en gros, à chaque manche, on redistribue tout. C'est ça. Donc, beaucoup de chaos. C'est le fun du jeu, mais C'est après ça. on a des trucs quand même qui contrôlent la pioche. Quand etc. on s'en sert efficacement. Voilà. Pas comme moi par exemple. En sachant C'est qu'on un a, très mauvais exemple. on a Très mauvais exemple. on a tous deux dinosaures, donc si Antoine la repère cette manche-là, il perdra ce dinosaure-là, mais il va pouvoir révéler celui qu'il a conservé en dessous. En fait. Donc, Au niveau de l'édition, c'est très sympa en plus qu'on a les points de vie sur les cartes qui sont Ouais. indiqués. Dès qu'on perd une vie, eh bien on met simplement dans le sens de la valeur du chiffre. On le verra pas très bien, mais vous pouvez savoir qui Oui. a combien de points de vie en Ça, temps, en temps très de- très bien fichu. Mon instinct me dit que Logan, tu auras la plus grande valeur. Attends, c'est Antoine qui... Pardon, c'est- pardon. D'accord, ok. Alice, s'il te plaît, C'est moi Voilà. qui commence. Je dis que c'est Antoine. tu n'as c'est pas beaucoup Logan. d'instinct. Moi je Pour l'instant. n'échange pas. Mais je perds un point de vie, toi, si t'as raison. Oui, Ok, tu Voilà. n'échanges pas. Alice, c'est à toi. Ah oui, c'est vrai qu'on. Eh je ouais, n'échange c'est pas. Tu n'échanges pas. J'ai pas très envie d'échanger, mais en même temps, ça sent pas bon cette histoire. Tiens, Alex, ça me fait plaisir. Est-ce que tu échanges avec la pioche, sachant que c'est la carte que tu as refusée au tout début? Oui, du coup, je vais changer. Ah, c'est moins pire. Oh mon dieu. Ok, est-ce que quelqu'un a un pouvoir? Non? Bah, C'est bon? Antoine, Je pourrais changer jour-nuit, mais ça va rester tel quel. t'es Tu veux sûr pas- Oh, Protéger. on va arrêter de faire Tu devrais le n'importe Tu faire. veux pas protéger les 4, 5, 6, 7? Tu devrais le faire. Pas plus que ça. Ok, Je bon. te conseille de le faire. Il te conseille. Et donc c'est le moment où on dévoile nos cartes. J'ai le 11, Yes. on flippe. C'est cool ça. Ah ouais! Je protège Alex. Yes. Et donc, qui perd? C'est Antoine. Bon bah j'ai compris. Je t'ai conseillé, Antoine. Non mais je m'en vais. Non, par contre, toi aussi tu perds parce que j'ai prédit que t'avais la plus grande grosse valeur. Oublié. Eh oui! Alors ça fait quoi? Eh ben, moi je t'avais conseillé de changer. Voilà. En fait ce jeu c'est ça. C'est juste- C'est vraiment ça. C'est bien parce qu'on oublie toujours les pouvoirs de chacun. Moi j'étais trop content, je pensais que j'allais pas perdre. Et en fait, merci de me l'avoir rappelé. J'avais Ah gardé bah. ça protégeait le 7 parce que je l'avais en main et j'avais vraiment zappé les autres valeurs. J'aurais pu te le redemander. Bah oui. Oui, bien sûr. Voilà, je n'ai pas bien joué. Ouais, bah oui, on oublie à chaque fois les pouvoirs des autres. Mais c'est très drôle aussi. Il y a un pouvoir qu'on a fait tout à l'heure avec Logan. Avec l'Alliance. C'est l'Alliance. Ça, c'est génial. ça. Qu'est-ce qu'elle est Je drôle! t'ai sauvé. Ah, bah, je t'ai plein de sauvé. fois. Je t'ai fait confiance. Et tu m'as. Oh, c'est vrai que tu m'as fait confiance. Beaucoup Rares trop. sont ceux qui m'ont fait et qui sont encore vivants Et aujourd'hui. je le suis encore! Mais en gros, c'est avant la révélation des cartes, C'est ça. tu as le droit de demander à quelqu'un de faire alliance avec C'est ça. toi. Genre, on fait alliance, on additionne nos valeurs. Par contre, si on dépasse 12, on perdait tous les deux une vie. Donc Ouais. c'est un peu tendu. Mais comme on avait échangé, vous savez les cartes qu'on avait. Exactement. Donc, Bon, la on a première pu fois, s'en c'était sortir. un vrai saut de la Ouais, foi c'était parce au- qu'on oui, savait ouais, c'est vraiment vrai. pas. C'était au pif. Mais j'avais une petite valeur, j'avais 3, donc il y avait peu de chances que tu aies une très grosse valeur et que tu me proposes une alliance. Tout à fait. Donc, Ou alors, j'avais tout intérêt à faire parce que toi, il te restait qu'un point de vie. Oui! Là, j'aurais pu être méchant. C'est le jeu où on refait la partie une fois qu'elle est terminée. C'est trop à chaque drôle, fois. Mais vraiment. ouais, mais. T'avais c'est- un ouais. perso aussi Alice qui était très cool, je crois que c'est l'iguanodon, qui en fait commence Il avec retient les un noms. point de vie, et en fait, quand sous certaines conditions, il va regagner des points de vie. Si les herbivores gagnent. Non, crotte. Non, c'est tous les herbivores gagnent si moi j'atteins 3 points de vie. Exactement, ouais. Et c'est si le 10 est joué par un carnivore. Exactement. Voilà. Si le 10 C'est est joué par un spécifique, hein. Tu carnivore, regagnais un point de vie à ce voilà. moment-là. Donc Ouais. c'est en fait c'est un dinosaure qui commence avec peu de points de vie, mais Ah bah, s'il avec un. regagne 2 points de vie, bah en fait tous les herbivores gagnent. Donc les J'avais un herbivores point de ont vie, je suis intérêt à mort faire. direct. Exactement. Génial. Je trouve ça vraiment très cool comme Plein de mécanique. dinosaures dans une boîte à 10 euros. Si ça suffit pas, il y a encore plein de dinosaures dans une autre Ouais. boîte à 10 euros. Exactement. Ça, c'est quand même fantastique parce que. On peut y jouer de 3 à 8 joueurs avec une seule boîte. Ouais. Ouais. Ça, Donc c'est cool. après, je déconseillerais de monter à 16 avec 2 boîtes parce que ça On est fait trop d'accord. de monde. On est d'accord. Déjà à 4, on a oublié des pouvoirs, alors à 16, j'imagine même pas. Clairement.
derrière. Ça devient un jeu de memory aussi. Hein. Ah oui. Mais ouais, en plus ça s'adapte au nombre de joueurs parce qu'en gros, quand vous êtes pas beaucoup, vous avez 2 dinos. Un que vous choisissez de mettre tout devant en début de partie, c'est celui que vous aurez en pouvoir actif jusqu'à ce qu'il meure. Et le nouveau se révèle, donc vous avez en gros 2 vies. Et quand vous êtes beaucoup, vous avez qu'un seul dino parce que sinon c'est trop long de tuer 2 dinos quand on est 6. Ouais, Voilà. j'avoue. Donc ça s'adapte bien en plus au nombre de joueurs et c'est vraiment très cool. Randolph m'a dit que leur jeu avait quand même évolué depuis, mais elle m'a pas dit genre énormément. Mais voilà, il y a eu des améliorations, c'est pour ça qu'on précise bien quand même que ça reste un proto. Quelques petits ajustements au niveau des pouvoirs, quelques petits designs éventuellement qui ont changé, mais rien effectivement de transcendant. T'as dit aussi que niveau identité visuelle, ça serait dans la même veine de mignon un peu décalé quoi. C'est ça. Ok, bah voilà, hein, vraiment très très simple à prendre en main, mais avec des retournements tellement drôles. Moi j'en ai pleuré de rire tout à l'heure. Un vrai plaisir à la retourner, hein. Moi j'en suis à ma 6ème ou 7ème partie. Les pouvoirs, effectivement, voilà, on est déjà sur un mix de dinosaures, je les ai vus, mais en même temps, ils combattent pas avec les mêmes. Ouais. Donc en fait, les parties sont vraiment uniques avec finalement, je crois qu'il doit y avoir 15 ou 16 dinosaures à l'intérieur. Et c'est vraiment trop marrant quoi. À chaque fois, c'est peu de matériel, mais des grandes parties à chaque fois de fou rire et de rebondissement. Je confirme à 100%. Et pour ce format de boîte et ce prix, c'est genre pépite, hein. Yes. Vraiment trop bien. Il y a rien à redire. J'ai vraiment hâte que Very Bad Lands arrive en boutique, donc en septembre à peu près. C'est ça, normalement il devrait sortir aux alentours du salon de Vichy, le salon pro, donc mi-septembre. Ok, trop bien. Cool. Super. Et ben on attend ça avec impatience. Merci encore Logan. Bah, merci à vous de m'avoir accueilli, et puis je suis ravi de faire des alliances avec des gens qui me trahissent. Je ne t'ai pas trahi. Pas encore. Je ne me sens pas concerné. Oh. Bon, et ben à bientôt chez Jeux d'écarts Bordeaux.